Et si une simple substance pouvait changer radicalement notre vision du monde, de la vie et même de qui on est, en une seule expérience? Aujourd'hui, on plonge dans la science fascinante des psychédéliques pour essayer de comprendre leur incroyable pouvoir de transformation. Alors oui, cette citation, ressentir de l'amour pur pour quelqu'un comme Oussama Ben Laden, ça peut paraître choquant, voire complètement fou. La question qu'on doit se poser, c'est quel genre d'expérience peut bien provoquer un changement de perspective aussi radical, aussi profond? Pour tenter de le comprendre, on va suivre le parcours de l'auteur Michael Pollan. Il a abordé ce sujet non pas comme un adepte convaincu, mais avec le scepticisme et la curiosité d'un journaliste qui veut vraiment aller au fond des choses. Il faut s'imaginer, au milieu du XXe siècle, deux forces d'une puissance inouïe ont été découvertes. D'un côté, l'énergie atomique, qui a redéfini la guerre et la géopolitique. De l'autre, l'énergie psychédélique, qui promettait d'explorer les recoins de l'esprit, mais qui a très vite été mise de côté, poussée dans la clandestinité, jusqu'à sa renaissance scientifique assez surprenante tout récemment. Et cette renaissance, elle a remis sur la table une question absolument fondamentale, une énigme qui a guidé toute l'enquête de Pollan. Comment est-ce possible qu'une seule expérience chimique puisse changer la vie de quelqu'un de façon si profonde et pour de bon? Et cette quête, ce n'est pas juste de la théorie. Même le grand chercheur de l'université Johns Hopkins, Roland Griffiths, a vécu sa propre transformation. Au départ, c'était un comportementaliste pur et dur, inspiré par Skinner. Mais sa découverte de la méditation l'a ouvert au mystère de la conscience et l'a poussé à devenir un pionnier de cette nouvelle recherche. Seulement voilà, Pollan se heurte très vite à un mur. Les essais cliniques officiels sont réservés aux personnes qui ont des pathologies bien précises. Pour vivre l'expérience en tant que personne saine, il n'a pas eu le choix. Il a dû se tourner vers le monde de la clandestinité, à la recherche d'un guide. Et là, on entre dans un monde à part. Un monde sans aucune règle du jeu, sans aucune régulation. Dans ce contexte, trouver la bonne personne à qui confier son esprit, ce n'est pas juste une étape. C'est l'étape la plus critique et sans doute la plus risquée de tout le voyage. Et Pollan a rencontré des profils radicalement différents. D'un côté, un personnage presque caricatural, un peu flippant par sa désinvolture. Et de l'autre, un guérisseur humble, posé, rassurant. Ça montre bien à quel point le choix du guide est déterminant pour l'expérience. Finalement, après avoir trouvé un guide de confiance, Pollan se lance. Il entreprend son propre voyage avec la psilocybine, prêt à faire l'expérience de quelque chose que les mots, souvent, ont bien du mal à décrire. Et là, au pic de son expérience, le sentiment d'être une personne, d'avoir un moi stable et unique, a commencé à se fissurer, à se désintégrer complètement, comme il le décrit ici. Son identité s'est littéralement dissoute pour fusionner avec le monde autour de lui. Il n'était plus l'acteur de sa vie, mais un simple observateur de cette transformation, sans aucun jugement, sans aucune peur. Alors la grande question c'est, une fois que l'ego a disparu, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il restait une sorte de conscience nue, désincarnée, qui observait tout ça avec un calme bienveillant. La découverte majeure, c'est ça. Il existe bien une forme de conscience au-delà de notre petit moi de tous les jours. Ok, l'expérience est fascinante. Mais concrètement, d'un point de vue scientifique, qu'est-ce qui se passe là-haut, dans le cerveau, pour que tout ça soit possible? Les neuroscientifiques ont une piste très sérieuse. Pour eux, la clé se trouve dans une zone du cerveau qu'on appelle le réseau du mode par défaut, le RMD. Pour faire simple, on peut voir ce RMD comme le chef d'orchestre de notre cerveau. Chez l'adulte, il est très actif et crée des routines de pensée super efficaces, mais parfois un peu trop rigides. Les psychédéliques y mettent ce chef d'orchestre en pause. Ça permet au cerveau de créer des connexions complètement nouvelles, un peu comme le cerveau hyper flexible et ouvert d'un enfant. Et ce genre de reboot du cerveau, ce n'est pas juste une expérience intéressante. Les implications thérapeutiques sont énormes. On parle ici de potentiel pour des problèmes de santé mentale parmi les plus difficiles à traiter. Prenez l'addiction à la cigarette, par exemple. Dans une étude de Johns Hopkins, attention, 80% des participants ont réussi à arrêter de fumer grâce à une thérapie assistée par psilocybine. 80%. C'est un chiffre absolument colossal, bien au-delà de tout ce qui existe aujourd'hui. Et le secret, en fait, ce n'est pas de traiter un symptôme, c'est de changer complètement la perspective. L'expérience remet toute la vie en contexte et d'un coup, les vieilles habitudes paraissent totalement insignifiantes face à une vision des choses beaucoup plus vaste. Mais attention, l'expérience en elle-même n'est que le début du voyage. Le vrai travail, le changement qui dure vraiment, il se fait après, dans ce qu'on appelle la phase d'intégration, où on applique ces nouvelles perspectives à la vie de tous les jours. Oui, c'est super important de le souligner. On ne parle pas d'une pilule miracle qui répare les gens. C'est un outil, un formidable déclencheur qui peut catalyser un changement profond dans notre façon de nous voir, de voir les autres et notre place dans le monde.
Et pour beaucoup de gens, y compris pour Polanyi, un des changements les plus profonds, c'est ce passage d'un mode de vie où on est tout le temps en train d'agir, analyser, planifier, résoudre, à une profonde appréciation du simple fait d'être. Juste être présent, contempler, accepter. Au final, on se rend compte que cette science ne nous offre pas seulement de nouveaux traitements. En nous montrant que notre conscience est bien plus vaste que notre petit ego, elle nous invite à reconsidérer les plus grandes questions de la vie et de la mort. Non pas avec de la peur, mais avec un sentiment renouvelé d'émerveillement et de possibilité.